Bien, bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ce Hacking Lab, deuxième journée du Forum international de la cybersécurité. Les conférences s'enchaînent et nous avons également différents partenaires qui viennent nous présenter leurs thématiques, leurs solutions et leurs produits, avec sur scène Monsieur Janselm qui vient nous voir ici de chez Salt Security pour nous parler de protection des API. Je vais vous laisser vous présenter et puis par la suite faire votre présentation. Le schéma est très simple, il y a 25 minutes de présentation et puis ensuite il y aura des séances de questions-réponses. De la même manière, après ces questions-réponses, vous avez la possibilité de retrouver M. Janselm sur son stand. Je vous laisse représenter votre compagnie et puis surtout nous redire votre numéro de stand avant de vous retrouver à la fin pour les questions-réponses. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Donc Nicolas Janselm, je travaille pour Salt Security. On est spécialisé sur la sécurité des API, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Je viens de la Network Security où je suis resté pendant près de 15 ans. Et avant ça, je faisais du développement applicatif pour des portails de location de véhicules et de paiement. Et puis, depuis que j'ai rejoint Salt il y a quelques mois maintenant, je me suis focalisé sur les API, puis le pen testing des API. Et on va le voir aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que la surface d'attaque, tout d'abord, a changé. On vient d'environnements où il y a peu d'API, avec peu de changements, peu de données exposées, et aujourd'hui, des modes de fonctionnement où l'infrastructure, la sécurité, le cloud et le métier fonctionnent sur des API. Donc on a des API qui sont en prolifération, qui sont omniprésentes, et on a surtout une vitesse de changement qui a totalement changé. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir auparavant des API avec des releases 2 fois par an. Aujourd'hui, avec des sprints, avec des phases de conception, on peut avoir des changements qui sont quotidiens. Et suivre la surface d'attaque, où sont les données sensibles, est un vrai cauchemar. Et la deuxième chose, c'est que les attaques aussi ont changé. IBM nous dit que moins de 15% des attaques qui ciblent les API aujourd'hui sont de l'injection SQL ou du cross-site scripting, qui étaient des attaques one and done. Donc des attaques one and done, donc qui étaient très simples de bloquer paquet par paquet par rapport à une signature et sur lesquelles les solutions comme le WAF fonctionnaient très bien. Mais aujourd'hui, on est sur une problématique qui est totalement différente, avec des attaques qui vont venir cibler la logique métier, qui vont venir chercher les défauts de conception, de logique fonctionnelle de vos API. Et donc, c'est fait tout en respectant parfaitement les spécifications, comme on va pouvoir le voir sur les exemples qui suivent. C'est des requêtes qui unitairement pourraient être tout à fait valides si on n'avait pas de contexte. Même en tant qu'expert, on pourrait les laisser passer. Et justement, le besoin qui en émerge, c'est d'avoir une compréhension d'ensemble sur ce qu'est un comportement normal d'un utilisateur. Et puis ensuite, être capable de relier des séquences d'appels pour comprendre que, effectivement, chaque appel unitairement pourrait être valable, mais cette séquence-là est typiquement une attaque. Sans plus attendre, je vous propose d'illustrer aujourd'hui les problématiques liées aux API via l'OWASP API Top 10, donc une catégorie spécifique qui a été créée après la partie OWASP applicative pour venir analyser et catégoriser les failles des API. Donc OWASP a catégorisé en 10 attaques, du plus sévère en termes de risque au moins sévère. Donc OWASP API 1, qui est une autorisation cassée au niveau objet, c'est le premier niveau de risque. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Le premier, c'est que c'est le plus à même d'arriver en termes d'occurrence et à ne pas être détecté par les solutions existantes. On a tous entendu l'exfiltration de Verizon avec 2 millions de clients, un mouvement bancaire qui a été fait sur la banque centrale russe en changeant au dernier moment la source en termes de compte, donc un attaquant qui a réussi à se faire un virement sans être débité. C'est des attaques de ce type-là. Et pour autant, c'est des organisations qui étaient tout à fait protégées. Je vais descendre dans un exemple ici pour illustrer de façon théorique comment est-ce que ça arrive. On a ici un fonctionnement qui est légitime, où un utilisateur va présenter une requête, et on voit que dans sa requête, son identifiant utilisateur est présent autant dans les paramètres de l'URL que dans le cookie, au niveau des entêtes, et que ces deux valeurs sont en cohérence.
Et donc, il reçoit en réponse les éléments relatifs à son utilisateur, son nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Et maintenant, on va avoir un attaquant qui va venir altérer ce user ID, que ce soit dans l'URL ou dans le cookie, dans l'idée de dire « et si je pouvais accéder à la donnée d'un autre utilisateur, tout en étant bien authentifié ?» On voit que l'autorisation est là, qu'un bearer est là, mais voyons s'il n'y a pas un défaut au niveau de la logique métier, une absence d'autorisation sur l'objet qui me permettrait d'accéder à d'autres données. Et on voit ici que c'est le cas, qu'il accède à un utilisateur qui n'est pas le sien. Et donc, une attaque de ce type, ça permet d'accéder à des données auxquelles on ne devrait pas pouvoir accéder. C'est un risque de perte de données. Ça peut être de la manipulation de données, ce n'est pas simplement sur une méthode GET, ça peut être également sur un put, un patch ou un post. Et donc, la première chose pour détecter quelque chose qui ressemble à ça, c'est qu'une solution qui veut vouloir faire la protection API devrait être capable de détecter s'il y a des corrélations au sein d'un paquet, et puis dès lors qu'elle est perdue, se rendre compte de ça. J'ai essayé de zoomer au maximum. Je vais vous décrire ça, j'espère que vous arrivez à le voir. On a ici un exemple illustré par un pentest que j'ai fait pour un service provider de premier plan. Donc j'ai simplement créé un compte utilisateur sur leur compte, comme si j'allais devenir client. Donc j'ai eu un token d'authentification qui m'a été retourné, que j'ai masqué ici. Et puis je vois, simplement en interceptant le trafic de mon surf, que lorsque je vais sur mon compte utilisateur, ici tout en bas à gauche, j'ai mon identifiant de client, qui finit par 2122. Donc là, c'est le comportement normal. Et sur la partie droite, je vois effectivement mes données clients, mon nom, mon prénom, le début de ma date de naissance, mon numéro de passeport, que j'ai mis en vrai. Je regrette un peu. Et puis, mon adresse postale. Et puis, ce faisant, je me suis dit, et si, en tant que client, j'ai le dernier ID, essayons simplement de décrémenter d'un et voir si j'accède à l'identifiant précédent. Et puis 1 fois, puis 10 fois. Et effectivement, pour chacun de ces identifiants, j'ai pu récupérer l'adresse mail, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de passeport sur l'ensemble des clients. Et donc, c'est quelque chose que j'ai remonté à cette organisation. Et ils ont été très surpris. Pas tant parce qu'ils pensaient que ce n'était pas possible, mais parce qu'ils pensaient avoir résolu le problème. Ils avaient fait une nouvelle version d'API, une API version 2, qui résolvait le problème. Sauf que celle-ci, elle était non seulement toujours en production, mais l'application web utilisait les deux. La nouvelle, mais toujours celle-ci, qui a toujours accès à la base de données et toujours ce défaut critique. Donc on revient à la problématique de découvrir, connaître la surface d'attaque avant même de vouloir sécuriser. Donc là, on est sur une attaque de type référence directe non sécurisée, IDOR, ou autorisation cassée au niveau objet, BOLA, sur cet identifiant client. Et donc, un attaquant mal intentionné aurait pu faire un dump complet de la base en restant sous le radar, parce que cet environnement était équipé d'une solution de type WAF. Pour autant, j'ai pu le faire 10 fois et je serais resté à quelques requêtes par seconde. Je pense que j'aurais pu partir avec la base entière. Hop. Alors maintenant, comment est-ce que Salt est capable de détecter une attaque de ce type ? La première chose, c'est que lorsqu'on détecte une anomalie, une tentative, on va être capable de la prioriser. Ce qu'on présente ici dans Action Required, c'est simplement la haute sévérité. Tout ce qui est moyenne et basse sévérité, c'est dans Tracking, en attendant corrélation et reprioritisation. Et on voit ici près d'une 50aine de tentatives que l'on a fingerprintées, qu'on a corrélées par rapport à des caractéristiques de l'attaquant. Donc on a ici un device ID, un user ID, un token d'autorisation, une IP. On va pouvoir vraiment utiliser n'importe quelle caractéristique du trafic pour venir faire cette corrélation. Et donc ensuite, on va avoir dans le résumé la liste des endpoints qui ont été ciblés, les réponses serveurs et les types d'attaques, celui qui va nous intéresser tout de suite étant le WASP 1. Juste avant, dans Source, on va avoir ici la compréhension de pourquoi ces tentatives sont corrélées comme un attaquant unique. C'est-à-dire que pour 18 tentatives ici, j'ai 10 IP. Et très souvent, un attaquant sérieux va vouloir essayer de rester en dehors des solutions qui travaillent au niveau IP, d'échapper au son, d'échapper aux solutions classiques, et distribuer fortement son attaque. Donc là, 18 tentatives, 10 IP, mais on voit que c'est sur un user ID unique, qui a été donc notre corrélateur principal.
Et donc, dans la chronologie, on va voir ici, pour illustrer l'exemple que l'on vient d'avoir, attaque OWASP API 1. On a une logique objet qui est cassée parce que l'attaquant a présenté un identifiant utilisateur dans l'autorisation et un identifiant utilisateur dans le cookie qui ne sont pas identiques, contrairement à ce qui était attendu. Pour arriver à ça, on a écouté le trafic. Ça prend généralement 4 heures à partir de quelques milliers de transactions. Et on va détecter les corrélations. Et on va voir ici typiquement qu'on a une corrélation systématique entre ces deux objets et être capable de remonter l'alerte lorsqu'on perd la corrélation. Ce cas-là, c'est quand même encore le cas le plus simple parce qu'on est sur un paquet unique et on arrive quand même à le détecter après un peu de learning. On a un type encore plus pernicieux de OWASP API 1 qui est sur un objet unique. Et c'est ce qu'on a ici sur cette première attaque, où on a un attaquant qui vient présenter, énumérer des valeurs multiples d'account ID. Ici, 52 valeurs sur la dernière minute, mais on aurait pu détecter de la même façon sur la dernière heure ou la dernière semaine, ce qui représente 17 fois le trafic normal. Donc pour arriver à ça, on a fait appel à notre machine learning, à notre cloud scale big data, pour comprendre qu'il y a un certain nombre de données qui sont publiques. Typiquement, chez Service Provider, je veux aller voir toutes les offres, tous les téléphones, tout le monde fait ça, c'est de la donnée publique. Mais ensuite, je vais aller sur mon compte, je vais regarder mon account ID et au sein de ma session, je vais regarder un seul account ID. Et la solution va apprendre que c'est de la donnée privée. Et là, on est typiquement sur un cas de figure où un attaquant essaie d'énumérer de multiples valeurs d'un champ qui est censé être privé. Et c'est comme ça qu'on détecte cette attaque. Je vous propose de passer sur la deuxième faille de l'OWASP API Top 10, l'authentification cassée. C'est volontairement une catégorie assez générale. Ça peut être simplement un brute force, essayer de deviner le mot de passe d'un attaquant, un credential stuffing, c'est-à-dire un réusage d'une base de données d'utilisateurs et de mots de passe, comme on en a vu beaucoup au cours des dernières années. Et pour détecter ça, une solution devrait savoir un utilisateur normal, combien de fois par minute il va venir essayer de s'authentifier, combien de fois sur 10 minutes, sur une heure, sur une journée, sur une semaine, pour justement être capable de détecter des attaques, même si elles sont low and slow. L'illustration par un cas réel ici, c'est celle que j'ai pu avoir sur un organisme public français qui présente une API GraphQL de façon publique pour l'authentification et pour une authentification double facteur. Et ce que j'ai pu faire ici, c'est venir jouer sur plusieurs choses. Le premier, c'est GraphQL supporte le fait d'avoir plusieurs queries au sein d'une requête. Ça peut être soit de façon imbriquée, les nested queries, soit en batch. Donc c'est simplement un tableau de requêtes, ce qu'on a ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la partie droite, en envoyant toutes les requêtes différentes possibles, j'ai fini par réussir à trouver le one-time password et bypasser complètement le one-time password. Et comment j'ai fait ? J'ai simplement mis 1000 requêtes avec 1000 codes ETP différents au sein d'une seule requête, 1000 queries dans une requête. Et donc, en faisant 1000 requêtes de 1000 queries, on fait en moins de 10 minutes très facilement le million de possibilités de one-time password. Donc ici, il y a plusieurs problématiques. Premier, c'est 1000 queries dans une requête, c'est peut-être pas tout à fait normal. Et de la même façon, même si on est très en dessous des niveaux de déclenchement d'un blocage par rapport au volume par un WAF ou une API Gateway, 1000 requêtes sur 10 minutes sur un one-time password, on est tous d'accord pour se dire que, en termes de logique, c'est pas optimal. Eh bien, pour détecter ça, Salt va pouvoir faire plusieurs choses. Le premier, c'est détecter quelle est la taille normale pour une requête, la taille normale pour une réponse. Hop. Excusez-moi. Et ensuite, le nombre de requêtes qu'un utilisateur fait normalement pour chaque endpoint. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'avoir des endpoints qui génèrent beaucoup de trafic sur certaines applications. 1000 transactions sur un endpoint, c'est peut-être tout à fait normal. Mais avoir ça sur l'endpoint d'authentification, ça l'est certainement beaucoup moins. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une détection sur la base d'un usage excessif. On voit que cette API endpoint a été accédée 303 fois sur la dernière heure,
Donc même sur le temps long, on est capable de détecter ces anomalies, et que c'est nettement plus que le comportement d'un utilisateur normal. C'est comme ça qu'on va être capable de détecter sur les anomalies de taille, sur les anomalies de fréquence, un use case comme celui qu'on vient d'illustrer. Mais OWASP API 2, c'est pas simplement du brute force de one-time password. Ça peut être également de la tentative d'escalade de privilèges, de manipulation de JSON Web Token. On voit ici typiquement un attaquant qui manipule le JSON Web Token qui lui a été attribué, qui vient rajouter un authorization role admin, ou qui vient simplement essayer d'accéder à une fonctionnalité en ne présentant pas de jeton d'authentification. J'ai pu voir encore cette semaine que ça peut arriver, même sur des environnements de compte CAC 40 sécurisés, qu'en enlevant l'autorisation, on arrive quand même à avoir une réponse. Ça peut être également une manipulation d'un JSON Web Token. Ça, c'est un classique. Mais réécrire l'algorithme de signature du Web Token à none, ça permet à certaines bibliothèques de simplement ne pas présenter de signature et puis de manipuler le contenu du JSON Web Token avec ce qu'on attend à l'intérieur sans avoir besoin de faire de brute force pour refaire une signature correcte, simplement avoir une validation de ce token. Et donc on détecte de la même façon ce genre de use case. Le OWASP API 3, c'est celui de l'exposition de données excessives. On peut, et je me souviens de la première semaine où j'ai rejoint Salt, simplement je me suis connecté sur le portail de mon fournisseur d'accès fibre, et puis j'ai commencé à regarder que j'avais mon numéro d'IBAN qui était masqué, mais que lorsque j'étais dans les outils de développement, en fait, le masking était fait sur l'interface, mais au niveau de l'API, l'IBAN transitait en clair. Donc ça, typiquement, c'est de l'exposition de données qui n'est pas utile, qui est excessive, mais ça peut être au-delà de ça. Ça peut être également de la sortie de données qui est faite sur l'URL. J'ai pu travailler avec une banque espagnole récemment, sur laquelle j'ai créé un compte client. Je me suis authentifié, mon login, mon mot de passe, et puis ce qui m'a été retourné, c'est mon token d'authentification qui est présenté à l'endpoint suivant dans l'URL. Effectivement. Donc sans ça, pas besoin ni mon login, ni mon mot de passe, ni d'une authentification double facteur. Et puis l'URL, c'est quelque chose qui est quasiment public. C'est logué sur les CDN, sur les proxys, ça reste dans le cache d'un navigateur. Bon, il y a clairement, en termes de posture, une amélioration au niveau du design à faire ici. Je vais illustrer dans quelques instants le OWASP API 3 et le 4 en même temps. Donc je vais vous présenter le OWASP API 4 juste avant. Donc le OWASP API 4, c'est celui de l'absence de ressources ou de fréquences, de limite de ressources ou de fréquences. Et par rapport à ça, on a ici sur la partie gauche un utilisateur normal qui se sert de son application web, et puis on a un paging qui est fait avec 250 résultats. La première chose qu'un attaquant va faire, c'est de se demander, bon, c'est quoi la limite haute? Et là, on a ici un attaquant qui va demander 20 000 résultats sur la recherche. Et autant la donnée unitaire n'est pas gênante, mais quand on commence à avoir toute la base de données en quelques instants, ça pose un certain nombre d'autres problèmes. Et donc, comprendre ce qu'est le rythme normal, ce qu'est la taille d'un paquet normal, la taille d'une réponse normale, c'est absolument fondateur. On a ici un OWASP API 3 et 4 sur un site de retail français qui s'appuie aussi sur du GraphQL. Et le fonctionnement normal de l'application, c'est d'afficher 6 articles. Donc j'ai mes bananes, mes pommes en début de page pour que je puisse soit faire une recherche, soit cliquer sur les articles qui me sont recommandés. Et donc là, la première chose que j'ai fait, c'est essayer de mettre 10 000, donc c'est pas passé. Puis 9 999, là c'est passé. Et puis ensuite, comme tout à l'heure, essayer de voir si au niveau GraphQL, je pouvais mettre un certain nombre de queries dans ma requête. Et là, j'ai pu mettre 20 queries dans ma requête et avoir 200 000 objets complètement qualifiés avec les numéros de série, les montants, les catégories, un descriptif complet, un prix au kilo. Et en fait, en 20 requêtes, faire un dump complet de la base avec les prix de ce site de retail. Et donc, l'étape suivante, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si je mets 100, 200 queries dans ma requête? À 99 déjà,
j'ai 60 secondes de processing. Je pense que le serveur travaille bien. Et puis au bout de 60 secondes, j'ai un 504 timeout. Donc là, je me suis arrêté là. Mais un attaquant, typiquement, aurait pu se dire, et si je distribue ça sur quelques centaines d'IP et que j'envoie quelques paquets par seconde pour voir si ça tombe. Donc là, on est vraiment sur une attaque logique. On n'est pas sur des volumes énormes, on n'est pas sur une fréquence énorme. C'est vraiment quelque chose qui fait quelques dizaines de kilos au niveau de la requête, mais qui a un effet sur les ressources qui est absolument phénoménal. Je vais sauter quelques OWASP, le 5, le 6. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par d'autres illustrations, à venir sur le stand. Je dois pouvoir anonymiser quelques autres exemples. Le 7, c'est l'un des plus fréquents. C'est celui de la mauvaise configuration de sécurité. Parce qu'un attaquant, lorsqu'il voit ici, sur la partie de gauche, que un paramètre est un entier, la première chose qu'il se demande, c'est et si je mets un tableau, et si je mets une chaîne, et si je mets quelque chose en hexa, pour voir s'il peut avoir un comportement inattendu. Et là, typiquement, sur la partie droite, on voit qu'on a une stack trace complet qui commence à nous dire qu'on a un environnement type Co, quels modules Java sont utilisés, et des informations précieuses. Parce que derrière, on va pouvoir se dire, bon, alors, ce module-là, est-ce qu'il ne me permet pas d'aller passer un tableau pour que la première valeur soit analysée, puis que la deuxième soit vraiment écrite, et puis passer un certain nombre de tests. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quasiment systématiquement lorsque je fais un pentest, arriver à avoir une stack trace pour essayer de comprendre un petit peu plus sur l'environnement qu'on analyse. Et on a ici un exemple sur un site de retail français encore, sur lequel, typiquement, j'ai présenté un tableau au lieu de présenter un objet unique en JSON au niveau de la requête post sur ma gestion de panier. Et ici, ce n'est pas une stack trace que j'ai eue, mais c'est encore plus intéressant. C'est une exposition de l'architecture logicielle interne. C'est-à-dire que l'API exposée au client s'appuie sur un deuxième niveau d'API interne. Et là, j'ai les informations sur le fait que mon poste en fait, est envoyé sur un patch sur une autre fonction. Et j'ai les éléments qui sont envoyés sur ce deuxième niveau d'API que je vais pouvoir essayer d'attaquer à travers la première. Très souvent, la première API est protégée, les deuxièmes niveaux en interne, nettement moins. Et donc, ça fait partie des attaques sur lesquelles on a simplement une manipulation d'un paramètre pour essayer d'aller avoir une erreur. Et très souvent, l'objection que j'ai par rapport à ça, c'est mais on devrait pouvoir bloquer ça. C'est simplement si on applique les spécifications et si tous les paquets qui ne sont pas conformes aux spécifications sont bloqués, ça ne devrait jamais arriver jusqu'à l'API. Et on se rend compte que les changements au niveau API sont tellement fréquents que très souvent la sécurité positive, c'est-à-dire la sécurité qui vérifie les spécifications, est désactivée pour simplement laisser le métier fonctionner. Par rapport à ça, donc Salt va pouvoir détecter ce type d'attaque. Par rapport à tout ce qui est parameter tempering. Je m'explique, je vais passer sur les log4j. Mais ici, on a typiquement, au lieu d'un numéro de téléphone, une chaîne de caractères qui commence par un hexa, puis qui ressemble à du commentaire. On a clairement quelque chose qui n'est pas ce qui est attendu pour un numéro de téléphone. Ou alors, on peut avoir... Par rapport à notre exemple précédent, on a ici v1charge limite égale 1000. Et là, on va détecter que les valeurs qu'on a d'habitude, c'est peut-être 10, 20, 50, et on est capable de dire, ce paramètre-là, il est beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de voir pour cette valeur. Et en plus de ça, la réponse est nettement plus importante que celle qu'on a l'habitude de voir. Étant donné que chacune de ces tentatives ne sont pas simplement utilisées hors contexte, mais corrélées par rapport aux caractéristiques de l'attaquant, mais ici, quand on voit toutes les séquences de l'attaquant, on a une certitude que ce qu'on veut, c'est effectivement bloquer l'attaquant, et ici prendre une action pour pas simplement identifier quel est l'attaquant, mais le bloquer. On va pouvoir s'appuyer sur les différentes solutions déjà en place, que ce soit des WAF, des API Gateway, des load balancers, toutes les solutions qui vont avoir la compréhension de niveau 7 pour bloquer une IP
Ici, on se rend compte qu'étant donné qu'il y avait une forte distribution et puis parfois qu'une seule requête par IP, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Et puis bloquer directement le user ID pour s'assurer qu'il ne puisse pas continuer ses tentatives. Donc ici, on a détecté les comportements anormaux, on les a corrélés, on a présenté un attaquant, on a bloqué l'attaquant, et on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces attaques que l'on a bloquées pour lesquelles une amélioration du design de l'application permettrait d'être immunisé par conception. Et donc, on va pouvoir également émettre des rémédiations, typiquement ici, sur notre limite égale 1000, on a une rémédiation de haute sévérité qui est remontée par rapport aux paramètres limites dans les paramètres de l'URL. Et donc, on a une recommandation, c'est de limiter à 3 caractères qui soient des chiffres. Et c'est illustré par les différentes tentatives, où ici, on avait une valeur très élevée négative qui a généré une erreur 500, une erreur avec un volume exceptionnel avec une valeur très élevée, ou peut-être, comme tout à l'heure, un 9999 qui finit en erreur 504. On va illustrer du coup avec toutes les tentatives pourquoi est-ce que cette demande de changement est faite. Et on va pouvoir l'envoyer au niveau des équipes DevOps en ouvrant un ticket directement au niveau de Jira, Zendesk ou ServiceNow pour pouvoir leur fournir tout le contexte associé à cette demande de changement. Juste un mot sur Salt avant d'ouvrir aux questions. On est sur ce marché de la sécurité API depuis plus de 4 ans. On a la chance d'avoir une centaine de clients qui nous font confiance, et ce qui nous permet de traiter près de 10 milliards de transactions API tous les jours et d'améliorer par effet réseau nos modèles en termes de détection. Et on a également eu la chance d'avoir comme investisseurs Sequoia et Capital J, le fonds d'investissement de Google. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. Bravo, bravo. On va passer aux questions-réponses de la part du public. Je vais prendre un micro et si vous avez bien des questions, n'hésitez pas à lever la main et je viens vous donner la parole. Oui. Tenez, monsieur. Question toute simple. La solution de Salt, elle est intégrée avec un certain nombre d'outils de ticketing ou de firewall. Tous les acteurs majeurs du marché ou c'est en cours d'intégration sur certains? On a encore des choses sur lesquelles on s'améliore. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de solutions qui sont intégrées, tant pour la récupération du trafic, parce qu'on n'est pas une solution qui est en ligne. On va s'intégrer avec les API Gateway, avec les load balancers, les pare-feux, les sondes, et puis directement au plus proche des applications, dans les environnements Docker, Kubernetes, VMware, et puis les différents clouds publics. Et puis également sur la réponse pour le blocage avec des WAF, des load balancers. Et on est ravis si aujourd'hui il nous manque d'autres solutions, de travailler à des intégrations supplémentaires. Oui. Alors, encore une question sur le produit. En ce qui concerne la facturation, quel est le modèle de facturation? On paye par API, par bande passante, comment? Effectivement, c'est sur une plage de volumétrie de call API par mois. Et c'est un gentleman agreement qui est établi au début de l'année ou au début de la période de 3 ans, sachant que s'il y a un pic exceptionnel dû à une attaque, ce n'est pas refacturé. Une troisième question. Oui. On a vu que vous pouvez mettre en place des actions par rapport à des demandes sur les firewalls ou de ticketing, mais est-ce que vous avez aussi envisagé des actions automatiques? Je ne l'ai effectivement pas couvert. Ce qu'on voit, c'est que nos clients l'automatisent généralement au bout de 3 semaines, parce que tout ce qu'on a vu ici, c'est une découverte automatique, mais on peut en plus de ça faire un relearning. C'est-à-dire que si n'importe lequel des éléments qui est remonté comme une tentative est un faux positif, on peut marquer comme étant légitime, faire un relearning et intégrer ce comportement comme étant un comportement normal. Et généralement, au bout de 3 semaines, nos clients passent en mode blocage automatique. Parce qu'effectivement, on a un niveau de confiance suffisant par rapport aux faux positifs. Et puis la deuxième chose, c'est que ce n'est pas une signature qui va venir bloquer tout un plan du trafic. On va venir bloquer un attaquant et le risque face au gain de bloquer juste un utilisateur qui a un comportement anormal mais qui s'avère ne pas être une attaque
est bien moindre que de laisser passer tous les attaquants qui, eux, ont des attaques réelles et qui n'étaient pas vus auparavant. Encore quelques précisions ou quelques questions? Eh bien, écoutez, nous voici à la fin de notre présentation et du temps de questions. Merci, monsieur Janselme.